bonsoir. Je ne sais pas si je garde le masque ou si je suis assez à distance. Si ça convient à tout le monde, sinon je le garde. Hein. Non, mais pour parler, c'est mieux. Mais pour parler, c'est plus facile. Un petit verre d'eau pour la route, parce que la route va être longue, comme vous allez voir. Donc je vais vous parler un peu de Tzapik et essayer de vous emmener avec moi à travers mes recherches dans cet univers, dans ce monde qui est cette musique de la région de Tuléar au sud-ouest de Madagascar. Et je remercie le groupe et Maxime de m'avoir invité à faire cette présentation. C'est assez émouvant de voir, parce que moi je travaille sur Madagascar depuis les années 2000 et j'ai passé plusieurs années là-bas, j'ai suivi cette musique, et qui est une musique très enclavée, qui est très peu connue en dehors des frontières de Tuléar, et de voir, il y a quelques années déjà, mais c'est quand même récent, que cette musique du fin fond du monde, je vous ai mis un texte en introduction, en attendant, mais que cette musique traverse finalement les frontières, est appréciée, écoutée à l'autre bout du monde, et reprise par des jeunes musiciens, pour une fois que c'est dans ce sens-là, et que des musiques de ces pays-là, qui sont des pays assez dominés, pauvres, géographiquement, économiquement, arrivent à traverser les frontières, c'est assez émouvant. Et donc, je trouve que c'est un beau témoignage, une belle expérience de pouvoir écouter ce soir. Moi, c'est la première fois que je vais les entendre en live. On se connaît depuis quelques temps, mais c'est la première fois que je pourrais assister à leur concert, donc c'est assez émouvant pour moi. Et merci pour cette invitation. Donc le Tzapik, cette musique assez incroyable, qui est une sorte de symbole, hein, de drapeau de Tuléar, au sud-ouest de Madagascar. Quand on prend le taxi brousse, on est donc à 1000 km de la capitale Antananarivo, hein, au sud-ouest. Et quand on prend le taxi brousse sur la route nationale pour aller de Tana à 1000 km jusqu'à Tuléar, souvent les chauffeurs, en tout cas c'était comme ça à l'époque, en fonction des régions qu'on traverse, mettent des cassettes, à l'époque des cassettes, aujourd'hui des MP3, des musiques qui correspondent à ces régions. Et dès l'entrée, dès les frontières de Tuléar, c'est le Tzapik qui est mis symboliquement. Donc la musique marque aussi les espaces culturels, et c'est un symbole qui montre bien l'importance de cette musique comme drapeau de Tuléar, si on peut dire. C'est une musique qui, à Tuléar, est mobilisée pour toutes les occasions, tous les événements importants. Par exemple, ne serait-ce que pour vous donner un exemple, dans les quartiers périphériques de Tuléar, il y a des matchs de foot qui sont organisés régulièrement, tel quartier contre tel autre quartier. Et durant ces matchs de foot, il y a la fanfare militaire de Tuléar a intégré à son répertoire, outre l'hymne national et les musiques normalement jouées par une fanfare militaire, a intégré cette musique du Tzapik dans son répertoire. Et il joue aussi à l'occasion de ces matchs de foot, non seulement pour clôturer et démarrer le match, ça fait venir du monde, ça crée événement, cette musique, il y a du Tzapik, on y va, mais et à chaque fois que la fanfare se met à jouer, tout le public, alors c'est des terrains improvisés dont l'espace est formé par le public assis, qui forme le contour du terrain, on va dire, et dès que la fanfare se met à jouer du Tzapik, tout le public envahit l'espace du match et se met à danser au son du Tzapik. Et non seulement au début et à la fin, mais à chaque but marqué, quel que soit le camp qui a marqué. C'est cette anecdote juste pour vous montrer que la musique, le Tzapik en tout cas, fait au moins autant événement que le match de foot en lui-même. Donc c'est une musique qui rallie, qui rassemble, qui fait événement, qui est jouée, on y reviendra tout à l'heure, mais dans les contextes aussi cérémonial, au lien aux ancêtres. L'ancestralité est très importante à Madagascar et le rapport aux ancêtres régule tout le quotidien des gens à Madagascar, mais donc cette musique est jouée et fait sens dans l'univers cérémoniel des enterrements, des circoncisions, des mariages, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une musique qui instruit les corps,
à travers des danses qui sont des figures de danse, des techniques de danse qui sont nommées, qui correspondent à cette musique-là, qui donc instruit les corps et les imaginaires à travers les textes des chants qui renvoient à des quotidiens qui sont vécus par l'ensemble de la population. Les thèmes des chants peuvent aller de l'invasion des criquets à la nostalgie d'avoir quitté le village natal pour aller en ville, à la prostitution, à l'arrivée des mines de saphir à Ilakaka dans la région de Tuléar, enfin tous les événements de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que ça nourrit une culture, il y a une véritable culture du Tsapik qui se manifeste à travers donc, tous ces codes esthétiques, culturels partagés qui marquent les corps, les imaginaires à travers les textes des chants et l'esthétique musicale elle-même qui puise dans des répertoires traditionnels locaux, j'y reviendrai. C'est une musique qui est transmise, alors il n'y a pas d'école de Tsapik, il n'y a pas de manuel de Tsapik, c'est une musique de l'oralité qui est transmise depuis la plus jeune enfance. Les enfants imitent les batteries. Tiens, j'ai peut-être un petit extrait à vous montrer qui sera plus parlant. Voilà, les enfants... Non, je vais prendre l'autre. Dès leur plus jeune âge, imitent les orchestres de Tsapik avec des instruments bricolés faits de boîtes de conserve, de ce qu'ils ont trouvé, comme on le voit là. Ça, c'est des images que j'avais prises dans un quartier de Tuléar. Ah, pardon. Ou imite le son de la guitare en la chantant. Voilà, c'est très court, hein, mais c'est pour vous témoigner un peu de comment cette musique est transmise de façon orale, par imprégnation. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de code enseigné, on est vraiment dans une culture de l'oralité. Voilà, et alors je vais essayer d'aborder... parce que c'est tout un monde qui se laisse découvrir quand on tire le fil de cette musique. Donc je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser place au groupe, bien sûr, mais de vous donner quelques pistes de réflexion, enfin de nourrir un peu que vous puissiez saisir de comment cette musique fait sens dans son contexte d'origine là-bas. Et ensuite peut-être laisser place à une discussion, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à la suite de mon intervention si j'ai été trop vite sur certains aspects. Alors d'abord peut-être quelques mots sur ces conditions d'apparition à cette musique, comment elle a émergé, comment elle est apparue. C'est une musique, le Tsapik, qui est née de la rencontre d'influences multiples, hein, de musique africaine moderne d'une part, et de répertoires locaux de musique traditionnelle de la région de Tuléar, qui appartiennent à différents groupes ethniques de la région de Tuléar, hein, du Kinetsanetsa Vezu, qui est un groupe ethnique, au Renich, à Maskour. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails précis et techniques, mais cette musique se nourrit de toutes ces influences. Donc d'une part les musiques africaines modernes qui étaient diffusées dans les années 70 notamment par l'intermédiaire de la radio, puisque les ondes radiophoniques étaient mieux captées à Tuléar, les ondes africaines étaient mieux captées à Tuléar, depuis Tuléar, que les ondes de la capitale. Et donc la population était habituée à entendre ces musiques africaines. Et puis, par l'intermédiaire de l'industrie du disque malgache, qui était basée à Tananarive, Discomad, ça s'appelait à l'époque, qui a diffusé à travers des accords avec des boîtes, notamment sud-africaines, de disques, qui a importé des 45 tours de musique africaine sur toute l'île. Et notamment d'un certain Lulu Masilela, musicien sud-africain, qui a été diffusé sur toute l'île à cette époque, et qui a très bien marché, et particulièrement à Tuléar,
et qui a tellement bien marché que cette musique est devenue le nom d'un genre musical. C'est-à-dire que les musiciens des années 70 jouaient, imitaient ces musiques qu'ils entendaient sur les 45 tours, et ils jouaient la musique Lulu. C'est devenu la musique Lulu. C'est plus la musique du guitariste sud-africain Lulu Basilela, c'était la musique Lulu. Donc là, on est à une période où c'est aussi des indépendances en Afrique, puis à Madagascar, et où c'est aussi l'arrivée des premiers orchestres électriques à Tuléar, où donc les jeunes accèdent à une certaine modernité et commencent à monter des groupes. Alors on est d'abord dans une étape, on va dire, d'imitation de ces musiques africaines, notamment Lulu. Puis progressivement, les musiciens vont vont passer de l'imitation à l'appropriation de ces musiques en y intégrant des éléments malgaches locaux, donc des éléments de musique locale, ce qui va donner naissance à une première musique tuléaroise moderne, si on peut dire, qui s'appelait à l'époque le pecto. Le pecto, c'est aussi le nom à Madagascar d'un bonbon type pastivalda, enfin un bonbon qui pique, assez fort, donc comme la musique qui est en malgache on dit mafan, donc chaud, mais qu'on peut traduire comme piquant. Voilà, et donc pecto, naissance à travers ces mélanges d'une première musique moderne tuléaroise, si on peut dire. Avant de continuer cette histoire, je vais vous donner à entendre voilà, d'abord un petit extrait de ce fameux Lulu Masilela, tel qu'on l'entendait sur les 45 tours, puis suivi d'un exemple de pecto, et quelques extraits des influences des répertoires traditionnels locaux, l'accordéon mascour notamment, et le marouvan, qui est un jeu, un instrument de musique, c'est un sitar sur caisse, comme la valia, comme certains connaissent la valia comme emblème de l'instrument de musique malgache, mais là c'est sur une caisse en bois avec des cordes de chaque côté. Donc avant de continuer, je vous donne un petit aperçu musical de ce que ça donne. Pardon. Ça c'est. On commence avec le Lulu donc. Voilà, c'est juste un aperçu rapide, hein, mais et donc c'est le mélange et l'intégration par les musiciens de ces différentes influences qui va donner naissance au Tzapik par la suite, mais je vais y revenir. Pour l'instant, on est donc toujours dans début des années 70, avec la musique pecto, qui est un peu le parent direct du Tzapik.
Et donc cette époque du pecto, c'est une époque d'une musique plutôt citadine, jouée dans les boîtes de nuit de Tuléar, dans des espaces, des bals citadins. Certains des musiciens vont entrer dans des carrières, enfin, vont être accompagnés par l'industrie du disque, Discomat dont je vous parlais tout à l'heure, basé à Tananarive, qui va miser à cette époque-là pour vendre les transistors, enfin les lecteurs de vinyle, ils vont miser sur des musiques locales pour créer un marché. Et donc ces musiciens de Tuléar vont enregistrer des 45 tours à Tananarive et vont entrer comme ça dans des carrières musicales. Et je vais être obligé de faire des raccourcis, hein, veuillez m'en excuser, mais à un moment donné, l'industrie du disque va changer son business plan, comme on dirait aujourd'hui, pour l'adapter à un modèle qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est le modèle inverse, c'est-à-dire que plutôt que de miser sur des productions culturelles locales pour créer des marchés, il va se tourner vers la diffusion massive d'un seul et même produit, et en important, c'est l'époque des musiques yéyé aussi, et en important plutôt des musiques de catalogue européen, et c'est l'époque aussi de toute une autre musique, et donc ces musiciens de Tuléar ne vont pas faire école, ça va s'arrêter, et cet univers va un peu ne va pas continuer du pecto. Mais à cette époque-là, un nouvel acteur, progressivement, au même moment que l'industrie du disque lâche cet univers tuléarois, si on peut dire, un nouvel acteur prend de plus en plus de place dans l'univers musical, et ce nouvel acteur, c'est la campagne. C'est-à-dire que de plus en plus, les musiciens, en plus des lieux citadins, vont aller animer des cérémonies dans les régions, dans les villages des alentours de Tuléar. Et c'est là que naît en tant que tel le tsapik, ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui la musique tsapik, qui est un peu l'enfant de ce pecto, mais avec ce nouvel acteur qui va prendre de plus en plus de place, qui est la campagne de la région de Tuléar. Donc on assiste à une nouvelle définition sociale de la musique. La campagne adhère au processus de cette histoire musicale, on va dire, mélange d'influences africaines et de répertoires locaux. Elle adhère au processus et y impose en retour ses marques, participant à la construction de ce que j'ai appelé un système tsapik. Alors qu'est-ce que j'appelle par système tsapik? En fait, c'est le tsapik, dans la musique tsapik, on a vraiment une relation circulaire qui s'établit entre la ville et la campagne de la région de Tuléar. Les musiciens sont majoritairement originaires des espaces villageois, de la campagne de Tuléar. Ils intègrent très jeunes, très tôt, dès l'âge de 11, 12 ans, 14 ans, des orchestres qui sont patronnés, si j'ose dire, par des chefs d'orchestre, mais pas des chefs avec des baguettes, des chefs patrons, propriétaires des instruments de musique qui résident à Tuléar, en ville, et qui sont les propriétaires des instruments, qui prennent ces jeunes musiciens et qui les amènent en ville à Tuléar, dans ces structures que sont les orchestres, et qui les nourrit, les loge. Là, il y a une étape importante qui est la réalisation d'une cassette ou aujourd'hui de fichiers MP3 ou de vidéoclips. Et étape importante dans la construction d'une renommée de chaque groupe. Il y a toute une concurrence entre les groupes de tsapik, hein. Renommée acquise par la radio, par les cassettes, les quelques concerts dans les lieux de Tuléar. Et en fonction de cette renommée, les musiciens, donc là on a un premier mouvement de la campagne vers la ville, hein, de Tuléar, et en fonction de cette renommée et de ce marché naissant en ville de la cassette, des vidéoclips, en fonction de cette renommée, les musiciens vont être appelés par les organisateurs de cérémonies, mariage, enterrement, circoncision, à la campagne, pour animer ces cérémonies. Et plus l'orchestre a une renommée, plus la cérémonie sera de prestige, réussie, plus il y aura de monde à la fête, et ça c'est tout et donc là on a un nouveau mouvement de la ville vers la campagne, et la principale activité de ces musiciens consiste en l'animation de ces cérémonies à la campagne. Et donc on a ce mouvement circulaire ininterrompu
entre la ville et la campagne, qui mobilise des univers qui pourraient apparaître contradictoires, l'univers cérémoniel, traditionnel villageois et l'univers du marché de la cassette, des orchestres, des groupes électriques, et qui en fait ne sont pas du tout contradictoires, sont complémentaires. Et donc, voilà, c'est ça, ce système s'applique. Et il faut bien comprendre, et après je vous passerai un petit film, un extrait d'un film que j'ai réalisé pour que vous saisissiez de l'intérieur et par le sensible aussi. Mais cette musique, bien que jouée par des guitares électriques, basse, batterie, sur des formes modernes, a un sens fort dans l'univers villageois, rituel et cérémoniel, et en lien avec les ancêtres. Bon, non seulement plus il y a de monde à une cérémonie organisée, plus l'événement sera réussi. Il y a des enjeux de pouvoir sociaux aussi qui se jouent, mais c'est aussi la réussite d'une fête, d'un événement, c'est aussi envers les ancêtres. Qu'il s'agisse d'un enterrement, de circoncision, ou quel que soit le rituel ou la cérémonie organisée, c'est toujours à Madagascar le lien aux ancêtres qui est réaffirmé. On demande la bénédiction des ancêtres, on organise toute la vie, toute la structuration sociale autour des ancêtres. Je ne peux pas développer ça aujourd'hui, mais il faut savoir que ça conditionne vraiment tout, c'est très fort dans la culture balkache, le lien aux ancêtres. Et donc ces orchestres, ces musiciens vont jouer pendant 3 jours et nuits de façon ininterrompue à ces occasions. Alors il s'agit de faire venir le plus de monde possible, et les musiciens jouent de façon amplifiée dans des villages où il n'y a souvent pas l'électricité, et ils amènent un groupe électrogène, et on est dans des espaces, comme vous l'avez vu sur l'image là, que j'avais mise au début, où les musiciens sont au centre de la place du village, et mettent sur des mâts en bois de plusieurs mètres de haut des pavillons qui vont diffuser le plus loin possible leur musique à des très hauts niveaux de décibels. Et cette puissance sonore participe à la fois à un élargissement de l'espace, il faut qu'on sache le plus loin possible qu'il se passe quelque chose ici, mais aussi à un resserrement de l'espace. Cette puissance, ça vous en avez peut-être fait l'expérience, quand on est pris dans elle participe à un état de quasi-trance qui est recherché par les organisateurs de cérémonies. Les musiciens donc jouent pendant 3 jours et nuits sans interruption, avec des formules, tout un jeu musical que j'ai analysé musicologiquement, mais que je ne ferai pas la démonstration aujourd'hui, mais très riche et très complexe, même s'il n'est pas du tout conçu suivant les codes de la musique occidentale, mais très riche et très complexe dans ses propres codes, qui joue sur la répétition de motifs mélodico-rythmiques qui sont sans cesse variés, avec des micro-variations, des retours sur les uns et les autres, des transformations qui sont comme un peu l'art d'un discours, du kabar en malgache on dit, l'art d'un discours qui se formule par la musique et qui se formule dans des temps longs. Et cet art du discours musical dans le tsapik, il va servir la performance. C'est-à-dire que les musiciens qui sont sur la place centrale du village, en fait, ils animent les personnes invitées à la cérémonie, qui viennent parfois de plusieurs centaines de kilomètres à pied, avec des dons qu'elles vont faire à la famille du défunt si c'est un enterrement. Elles amènent ces dons, elles sont postées à l'écart du village, et une à une, elles viennent défiler devant l'orchestre en exhibant ces dons de façon ostentatoire. Il s'agit de montrer qu'on est dans un temps de la fête au sens fort du terme qui rompt avec le temps ordinaire, et cet événement est hors du temps ordinaire, et donc les musiciens vont accompagner ces venues, ces parades des familles qui amènent leurs dons, et ajuster leur jeu en fonction de ce qui se passe devant eux. Ils vont rallonger les morceaux, les raccourcir, accélérer le tempo, utiliser des motifs plus ou moins rythmés, variés. Il y a tout un jeu musical qui s'organise autour de la performance, de ce qui se passe devant eux. Et ils vont ajuster ça en permanence. Et donc leur présence dans le cadre cérémoniel est essentielle pour les vivants, mais aussi pour les ancêtres. Parce que durant ces 3 jours et nuits, les participants à ces cérémonies sont censés ne pas dormir pendant les 3 jours et nuits. L'alcool est très fort et consommé par tous et en grande quantité,
Et tout ça, et le son à des très hauts niveaux de décibels, cette structuration de la musique à partir de motifs hypnotiques répétitifs, participe tout ça, et la musique aussi, à une ivresse généralisée qui est recherchée et qui fait sens dans ce cadre-là, parce que cette ivresse est censée rapprocher de l'état du défunt ou des ancêtres, qui est recherchée à ce moment-là. Et par ailleurs, il s'agit, par exemple, quand c'est le cas d'un enterrement, de réchauffer le mort, de lui donner des derniers instants de vie par le corps, la danse, par la musique répétitive, de lui donner les derniers instants de vie avant de le mettre dans le tombeau familial. Et on est là dans des moments très forts dans la signification qui est accordée à l'ancestralité à Madagascar et à la musique dans ce cadre-là. Et on est dans des moments aussi de tension, parce que dans ces moments-là, le monde des morts et le monde des vivants se côtoient encore. On est dans des moments chauds, ma fan a des moments où plein de choses peuvent se passer, parce qu'on n'est pas dans le temps ordinaire, et voilà. Et donc il y a tout ça qui se joue, il y a plein d'autres choses que je peux... Je reviendrai peut-être dans les questions s'il y en a, mais il y a tout ça qui se joue dans l'espace cérémoniel, et dans tout ça, la musique, et le tsapik en particulier, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle musique, c'est cette musique-là qui est attendue, fait sens et a un rôle précis. Maintenant, je vous propose d'aller directement, de plonger directement dans cet extrait d'un film que j'ai réalisé il y a déjà quelques années, mais qui vous plonge au cœur d'un rituel. Et puis après, je finirai sur quelques mots sur l'évolution de cette musique aujourd'hui, et on pourra en discuter ensemble si vous le voulez bien. Smagi bila kelihatan okey. Abdul receive final buat apa tak? Ini receive pada iman dulu fresh. Atau belum start mereka haru. Kita lagi roke. Ya, haru. Marek sih kayak minyak marna.
Eu vou na rua. Apani kwa na reu. Dapat pati na razu na roke wa roke ta pak. Na reu yar kam da sangara wa antang tanyo. Wo. Engatama mina mampie, velumata mina uzaza, siane na isazi chakulengi zaza, mamuru baza hailai na zaza kwe, velumata mina uzaza. Mana kurba kwenda hikiu.
trop long comme d'habitude, et pourtant je n'ai pas dit un cinquième de ce que j'aurais voulu vous dire. Mais juste pour finir, aujourd'hui, donc tout cet univers que vous avez pu apercevoir là est en mutation, avec, pour le dire très vite, un peu comme un aimant qui d'un côté resserre et de l'autre côté propulse. On a une partie des musiciens qui étaient les plus reconnus dans ce monde-là, dans ce système, qui a quitté cet univers, qui est un univers par ailleurs très dur, pour des carrières à l'échelle nationale à Madagascar ou pour la France. C'est le cas du musicien Damil, par exemple, qui habite pas loin d'ici, à Angers. Et donc on a un éclatement de ce système, et en même temps un resserrement, parce que sur place, de plus en plus, les villages font leurs propres orchestres, sans passer par la ville de Tuléar. Et du coup, du point de vue esthétique, on a l'émergence de tsapik avec des colorations régionales, avec des techniques de voix plutôt mascour du nord de Madagascar, des techniques de chant plus de rythme plus d'une autre région et voilà, donc tout cet univers est en mutation, en transformation, ça c'est l'occasion d'une autre séance. Je m'arrête là. Peut-être, vu que le temps est, pour pas être trop en retard, on peut peut-être avoir quelques minutes de questions, et après on peut profiter de la pause. Moi je suis là, si vous avez des questions, des choses à développer, on peut le faire aussi pendant qu'il y a l'installation du groupe. Je sais pas, ça c'est vous qui me dites, les organisateurs de la soirée. Oui, on peut y avoir quelques échanges là, peut-être. Oui. Oui, le tsapik est écouté à Madagascar, surtout dans la région de Tuléar, ou est-ce qu'il est écouté vraiment partout à la capitale, et qu'en est-il par rapport au Saleg, qui est la musique un peu reine? Alors, je vais essayer d'être bref dans mes réponses, parce qu'à chaque fois ça mérite. Mais non, le tsapik est essentiellement, a très peu dépassé ses frontières régionales, on va dire. Il continue d'être très fortement ancré dans les pratiques locales à Tuléar, mais en dehors de ces frontières, il a très peu été diffusé. Alors il y a eu quelques artistes qui se sont fait connaître à l'échelle nationale. C'était le cas de Rasoa Kinninik, dont je voulais vous parler, mais j'ai pas eu le temps. Et ce phénomène de diffusion à l'échelle nationale, il est arrivé dans les années 2005 avec l'arrivée des vidéoclips. Et du coup, ça a permis une diffusion sur les chaînes de télé nationales de ces artistes. Et certains d'entre eux ont migré vers Tananarive, la capitale, et ont participé à une diffusion de cette musique. Ce qui fait que dans le Nord, on connaît le tsapik. Il y a d'autres groupes historiquement, Tirk aussi, qui ont diffusé cette musique à l'échelle nationale et en dehors de Madagascar, mais globalement très peu. Ça reste, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en même temps, il y a des ponts qui se sont faits, comme le musicien Damil qui est passé directement de cet univers tulérois à la France, et aussi, voilà, le groupe qui va jouer ce soir et qui arrive à saisir cette musique, je ne sais pas comment, enfin, qui découvre cette musique du fin fond, qui a été inconnue en dehors de ses frontières, et qui s'en empare, et ça alimente encore une autre histoire, une autre réalité de cette musique. Et c'est un peu ça tous les paradoxes de la mondialisation dans laquelle on vit, quoi. À la fois l'accès à des cultures très diverses et en même temps toujours des écarts de pauvreté, etc. Mais donc c'est pas exactement comme le Saleg. Oui. Quelle population tu viens? Parce que vous parliez de boîte de nuit, on n'a pas l'impression que... Pardon? Quelle population il y a à Tuléar? En termes de chiffres ou... Oui, humaine, quoi. Ah, en nombre? Oui, en nombre. Ah oui, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire les derniers chiffres, parce qu'en plus, la question est compliquée, parce que c'est une ville très rurale, et dont les frontières sont floues. C'est-à-dire que vous avez un petit centre-ville, et puis tout de suite, dans les quartiers, on est à la frontière avec... Mais c'était environ 100 000 habitants à l'époque, et aujourd'hui, je ne sais pas, parce que les populations... la ville grandit, mais quelle est la frontière entre la ville et la campagne? C'est difficile à établir. Ma question, c'était pour revenir à ma première question, mais j'ai peut-être pas été attentif au début. L'arrivée de cette musique,
bon, qui vient d'Afrique, qui est en façon d'Afrique il y a très longtemps. Mais comment elle arrive et comment elle est exploitée en fait Non, alors elle vient pas d'Afrique, elle est en partie influencée par des musiques africaines, mais aussi par des musiques locales. Et donc c'est une musique moderne, c'est une modernité locale. C'est-à-dire que les musiciens dans les années 70 vont s'emparer à la fois de ces musiques, cet univers sonore africain au moment des indépendances diffusées par la radio, l'industrie du disque et tout, mais se l'approprier et la mélanger avec des répertoires locaux de musique traditionnelle de la région, et ça va donner naissance à cette musique tsapik, mais le fait que ça marche, c'est que c'est pas juste un produit de consommation, c'est que ça répond aussi, et là je peux pas m'étendre, mais à toute une histoire de Madagascar qui est faite toute l'histoire des royautés à Madagascar et de la colonisation, qui est faite entre un pouvoir centralisé à Tananarive et des régions très pauvres, dominées économiquement, et un sentiment, bref, le fait que ça prenne cette culture africaine, c'est pas par hasard non plus, c'est aussi les gens se sentent parfois par démarcation du pouvoir dominant de la capitale plus proche de l'Afrique. C'est des raccourcis que je fais là, hein, mais néanmoins pour comprendre le fait que les musiques africaines aient eu cette emprise à Tuléar et ailleurs à Madagascar, il faut aussi le prendre dans un contexte d'une histoire complexe à Madagascar, dans les identités, dans les référents et dans le pouvoir politique. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Oui. Vous avez dit du coup qu'il y avait des musiciens de Madagascar qui avaient un peu migré en Europe ou ailleurs. Deux questions. Est-ce que vous avez eu écho d'influence de musique d'autres pays sur ces musiciens-là? Est-ce qu'ils ont adapté un peu leur musique en fonction de là où ils arrivent? Et est-ce que, un peu comme ici, il y a eu des mariages avec les musiques des pays où ils arrivent, des croisements qui se sont faits ici ou là, et sous quelle attitude? Alors pour le tsapik en tant que tel, très peu, pas beaucoup, parce que ça a peu rayonné, et les musiciens qui ont réussi à sortir de Madagascar comme Damil ont plutôt des postures de, je sais pas comment, ils le revendiquent pas, hein, mais c'est moi qui l'analyse comme ça, ils sont plutôt dans des postures d'ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils viennent porter toute cette culture très chargée de sens, de tout cet univers-là, et donc quand ils font des concerts, c'est un peu comme ils représentent eux-mêmes en tant qu'artistes, mais aussi toute cette culture d'où ils viennent. Et donc il n'y a pas cette démarche de fusion ou d'inscription dans une modernité autre, globalisée. Il y a très peu dans le tsapik. Par contre, dans le saleg, dont vous parlez tout à l'heure, là beaucoup plus. Ça c'est un nouveau terrain sur lequel je travaille depuis plusieurs années, et là c'est très intéressant parce que d'autres musiciens, tous ces musiciens ont été pris depuis la diffusion à l'échelle nationale, les vidéoclips et tout, dans une catégorie médiatique et commerciale des musiques mafanes, ou des musiques tropicales, musiques chaudes. Et en étant pris dans cette catégorie, beaucoup d'artistes, mais notamment du Nord, ont adapté leur répertoire, comme le tsapik, mais dans le Nord, du saleg, et ils ont ajouté des colorations black mondialisées, un peu de coupé-décalé, des références au hip-hop, et donc là, des influences de référents culturels globalisés qui viennent retourner le stigmate, mais là je ne peux pas être trop long, c'est-à-dire que tous ces musiciens sont considérés à Madagascar, enfin, sont des côtiers à Madagascar, je vais faire des gros raccourcis, mais les côtiers, dans les imaginaires liés à la colonisation entre autres, etc., sont associés aux origines africaines et avec des stéréotypes liés à la sexualité débridée, tous les stigmates qu'on connaît, les stéréotypes racialisants sur l'Afrique, sont associés à ces côtiers. Et ces chanteuses, notamment, qui viennent de régions dominées, pauvres, etc., en se branchant sur ces connexions noires américaines ou noires africaines, valorisées et valorisantes, retournent ces stéréotypes elles deviennent des stars, et de fait, ces stéréotypes deviennent valorisants par ce branchement mondialisé. Et du coup, il y a aussi une circulation dans toute la diaspora malgache de ces artistes-là, et ça reconfigure les identités, les rapports de pouvoir, les imaginaires, etc. Ça mérite d'être développé, mais donc ce que vous décrivez existe concrètement, musicalement. Ils ont ce savoir-faire de connecter ce que j'ai appelé moi des concordances musicales. C'est-à-dire des choses qui fonctionnent dans leur esthétique et dans leurs codes culturels locaux, qui amènent à la trance, tout ce jeu musical que je n'ai pas pu développer. Ils arrivent à le connecter à des choses qu'on peut retrouver dans les musiques électroniques aussi, et à faire des connexions comme ça qui rendent possible cette fusion.
mais c'est pas toujours le cas. Notamment dans le rythme du Saveg, il y a bon non, je peux pas développer. Il y a un mélange binaire-ternaire qui fait que si on accentue la grosse caisse, on est très proche de musique électro. Bon, et inversement, si on accentue le charlet, on est plus trop... Enfin bon, je suis trop bavard. Mais... Oui. J'allais vous parler des musiques électroniques parce que dans ce qu'on vient de voir, il y a énormément de points communs avec les sound systems, les triparties, la techno, notamment sur le plan rituel et villageois, mais sur le plan notamment de BPM qui monte. Tout à fait. C'est hallucinant le nombre de points communs qu'il y a quand même. Ouais. Et ça va jusqu'à... Ça va avec la trance, le BPM qui va vite. Là, on a atteint les 180, 200, ouais. C'est ça. Ah ouais. Et il y a d'autres musiques au monde qui vont plus vite. Je prétendrai pas avoir l'exhaustivité du savoir sur les tempos du monde, mais je pense que c'est parmi les plus rapides. Ouais. C'est parmi les plus rapides, et encore là, c'était pas ce qu'il y a de plus... Il y a encore plus rapide. C'est très élevé, et puis en plus, ils ont des ruses de musiciens à eux. C'est comme la météo, le ressenti, et il y a aussi des ruses rythmiques pour avoir un ressenti encore plus rapide que le tempo réel, en raccourcissant les formules, en faisant du... Enfin bon, et donc c'est important pour eux. Et effectivement, il y a des choses qu'on retrouve, qu'on pourrait dire peut-être universelles, ou je sais pas, mais en tout cas communes à beaucoup de cultures du monde, y compris dans les raves, les technos. Mais pas tout. Le sens lié à l'ancestralité, etc., c'est très différent. Mais il y a des choses communes, oui, tout à fait. Ce qui fait que ces groupes-là, quand ils viennent en France, ce qui est rare, mais par Dami par exemple, ils explorent aussi des circuits alternatifs. Je suis parti là pour... mais après on s'arrête parce que sinon je vais déborder. Des circuits alternatifs en dehors des grosses scènes des festivals, sous des chapiteaux par exemple en Bretagne ou ailleurs, où il y a aussi une demande du côté du public occidental de choses moins aseptisées, avec pas la scène à l'italienne, mais tous, etc. Jouer toute la nuit, des temps longs, etc. Où là, même si les cultures sont très différentes, les gens ne se comprennent pas, ne se connaissent pas, il y a des choses qui fonctionnent. Et moi j'ai assisté à des choses assez émouvantes de ce point de vue-là, humaines, parce que malgré ces contextes si lointains, il y a des choses qui peuvent passer. Ouais. Ben après, je crois qu'il faut. Ouais, on peut continuer peut-être en off. Ouais. Est-ce que vous avez eu vent de... Est-ce qu'ils ont eu un peu écho, et comment est-ce que c'est pris le fait qu'il y ait une musique aussi traditionnelle et aussi propre à Tuléar qui soit jouée par des musiciens d'ici? Et est-ce que vous avez eu vent de comment ils le prennent, est-ce qu'il y a déjà eu un peu un retour là-bas? C'est une vraie question super importante, très sérieuse, et je ne peux pas y répondre. Je suis obligé d'être long dans ma réponse, mais on peut en parler en off. Donc, alors, pour la majorité et le premier élan, c'est un enthousiasme, une fierté d'être, que leur culture soit reconnue par des étrangers, tellement reconnue qu'elle est appropriée. Après, ça se complexifie parce qu'il y a tous les phénomènes d'appropriation culturelle, il y a le déséquilibre économique, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Vous avez vu que ça fait sens dans des cadres sacrés, très rituels, et donc forcément, il y a des questionnements, mais ça, je les remercie aussi, le groupe, d'avoir une réflexion associée à leur pratique et de ne pas simplement puiser sur un disque des choses sans réfléchir. Donc, c'est eux qui en parleraient mieux que moi, mais ils ont des projets d'aller là-bas, de comprendre cette musique, et puis ils m'ont invité, ça veut dire qu'ils ont quand même une démarche de compréhension, et donc ça, il faut vraiment le maintenir, parce qu'effectivement, c'est un vrai souci. Il y a un décalage tel économique, de non-reconnaissance de la diversité culturelle à l'échelle globale, qu'on ne peut pas être juste dans le comment dire, la captation, comme le fait très bien le modèle capitaliste, de la différence pour en faire un produit marchand, quoi. Mais je peux pas en dire. Là, c'est un vrai débat, une vraie question qui mérite du temps. Et là, j'ai presque honte de retarder le reste du programme. Donc je vous propose peut-être de continuer à discuter, mais pendant que qu'ils installent la scène, peut-être. Mais merci en tout cas d'être venus.